Nous sommes de retour et en direct dans cette édition du 11 avril 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver Christophe Barraud pour notre rubrique économique. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci beaucoup Christophe d'être avec nous ce matin. Christophe Barraud, vous êtes directeur général chez Market Securities Monaco. Vous êtes également depuis de nombreuses années le meilleur prévisionniste économique au monde. Et c'est donc un honneur et un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, d'autant plus que, en concernant la politique monétaire et notamment celle américaine, le manque de visibilité est très clairement accru. Du coup, par la force des choses, Christophe, avant de revenir sur ce que pourrait faire la Fed en 2024 et voire en 2025, pouvez-vous revenir pour nous et nous donner des explications sur la hausse surprise du CPI hier aux États-Unis? Très clairement une surprise à la hausse. On l'a bien vu, surtout sur la partie des services. Depuis le début de l'année, l'inflation sur les services a même tendance à accélérer sur certaines composantes. Donc c'est on pouvait s'attendre à ce que ça se normalise au mois de mars, parce que généralement il y a des effets de saisonnalité sur janvier et février, et ça n'a pas été le cas. Et malgré le fait que l'inflation sur les biens se soit repliée légèrement, les services ont tenu le coup et on a eu une inflation donc en rythme mensuel, que ce soit sur la partie totale ou sur la partie corps, qui est restée à 0,4%, donc au-delà des attentes et de ce que pouvait espérer la Fed. Christophe Barraud, qu'est-ce que chez Market Securities on anticipe désormais concernant la politique monétaire, la stratégie de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine? Est-ce que ça a du sens de vouloir essayer d'anticiper aucune, 0, 1, 2, 3 baisses de taux en 2024? Est-ce que finalement, il ne faut pas essayer de se projeter à 2025 plutôt? Alors pour 2024, on peut se dire qu'il y aura quand même une tentative de baisser les taux en amont des élections, donc plus pour des raisons politiques que je dirais économiques. Donc l'idée, c'est plus de savoir si c'est une ou deux fois maintenant et non plus 3 ou 4 fois, comme ça aurait pu être le cas, comme on pouvait l'imaginer en début d'année. Maintenant, je pense que l'enjeu, il est plus tellement sur 2024, mais sur 2025. Et là, on peut vraiment se poser la question de savoir si d'une part, la Fed pourra baisser ses taux, et si éventuellement, elle ne va pas se retrouver dans une situation où, si elle les baisse en 2024, elle pourra être contrainte de les remonter en 2025. Parce que très clairement, on s'attend à ce que l'inflation reparte légèrement à la hausse en rythme annuel à partir du 4e trimestre. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que les spectres associés à cette projection, les spectres de risque, sont de plus en plus orienté à la hausse, d'une part parce qu'on a un marché immobilier aux États-Unis qui tient le coup. On a des prix immobiliers qui accélèrent et qui sont généralement un bon indicateur à 18-24 mois du prix des loyers. Donc par rapport à ce qu'on voit déjà aujourd'hui, on peut se dire que même si la croissance du prix des loyers va ralentir d'ici la fin de l'année, on pourrait avoir un rebond en 2025. Et surtout, un des enjeux pour 2025, ça sera qui sera le prochain président des États-Unis et quel sera son programme. Or, nous, on part du principe que ce sera Donald Trump a beaucoup plus de chances d'être élu et il aura un programme vraisemblablement inflationniste. En plus de ça, son choix pour le prochain président de la Fed a déjà fait une interview et a déjà mentionné que lui, il n'aurait pas baissé les taux en 2024. Donc, globalement, on s'achemine petit à petit vers l'année 2025 et des anticipations de baisse de taux pour 2025 qui sont, à mon avis, peut-être un petit peu trop optimistes. Un peu trop optimiste. Est-ce que le tapering de la Réserve fédérale américaine pourrait également avoir une incidence sur l'évolution de l'inflation outre-Atlantique? Exactement. L'idée, c'est de se dire, si la Fed décide quand même de baisser ses taux en 2024 une ou deux fois, et qu'en plus de ça, comme les minutes l'ont suggéré hier soir, elle s'apprête à réduire son tapering, notamment sur la partie des trésoreries, ça peut être nouveau soutien à l'inflation pour fin 2024 et 2025. Donc globalement, la Fed peut tenter d'être accommodante soit via son bilan, soit via les taux d'intérêt 2024 et au moins jusqu'aux élections. Mais derrière, on va se retrouver dans une situation potentiellement plus complexe, surtout si le marché de l'emploi tient encore le coup, comme l'ont laissé suggérer les chiffres du mois de mars.
Et quid de la croissance économique, Christophe? Vous anticipez quel niveau de croissance pour 2024, mais surtout pour 2025? L'expansion va se poursuivre, la résilience et la robustesse de l'économie américaine est toujours en ligne de mire? Alors, pour 2024, on s'attend maintenant à entre 2,3 et 2,4% pour cette année, donc ce qui est un ralentissement mineur par rapport à 2023 où on était à 2,5%. Pour 2025, je ne risquerai pas à faire des prévisions tout de suite, parce que ça dépendra réellement de qui sera le prochain président des États-Unis et quel sera son programme, et surtout sur la partie dépenses fiscales. Mais globalement, on peut imaginer que la croissance sera encore légèrement au-dessus de son potentiel l'année prochaine, donc quelque chose entre 1,5 et 2 à minima. Donc voilà, une résilience qui a surpris fin 2023, qui va persister en 2024, et pas forcément de choc significatif pour 2025. Christophe, hier, l'OMC a publié un rapport dans lequel elle prévoit une reprise du commerce mondial et notamment tirée par le retour sur le devant de la scène économique et du commerce international de l'Asie et de la Chine notamment. Est-ce que, puisqu'on parle d'inflation déjà dans un premier temps concernant la Chine, est-ce que la Chine pourrait, comme s'en inquiètent les États-Unis, comme s'en inquiète l'Union européenne, eh bien inonder le marché de produits à bas coût et du coup, par la force des choses, eh bien ralentir les perspectives d'inflation, notamment américaine? Alors, c'est quelque part, c'est le paradoxe, c'est que c'est un peu la bonne note sur l'inflation, c'est que depuis, on va dire, 5-6 mois, la Chine exporte de la déflation. Donc, ce qui permet à l'inflation, notamment sur la partie des biens, d'être contenue aujourd'hui. Maintenant, ça peut être aussi perçu comme une menace commerciale, puisqu'on voit bien sur la partie automobile, où il y a des stocks qui sont quand même significatifs, où la Chine devient de plus en plus concurrentielle sur ce segment et a tendance à gagner des parts de marché aussi. Donc ça peut être une menace commerciale, certes, mais quelque part, sur le front de l'inflation, ça permet de limiter la casse sur le prix des biens. Donc et on voit très clairement la dichotomie entre les services dont le rythme d'inflation reste élevé et la partie des biens où finalement, par exemple, si on prend le cas des États-Unis, on est sous les 1%. Donc il y a à la fois du pour, mais aussi du contre. D'accord, il y a à la fois du pour, du contre. Ce matin, on apprenait que la Banque asiatique de développement, alors quelle crédibilité on peut lui accorder, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une institution respectable. La Banque asiatique de développement qui a dit que la Chine restera le principal moteur de croissance de l'économie mondiale malgré son ralentissement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces perspectives, Christophe? Très concrètement, si on prend la part de la Chine dans le PIB mondial tel qu'il est mesuré par le FMI qui est la référence, et si on prend notre prévision notamment de croissance qui est quelque chose qui sera proche des 5%, donc peut-être un chiffre au-dessus du consensus, ça paraît relativement crédible. Ce qui est intéressant de souligner, c'est quand même la bonne performance de l'économie chinoise depuis le début de l'année. On voit à travers donc les indicateurs d'opinion sur les PMI, que ce soit le secteur des services et même le secteur manufacturier qui tient bien. Ce qui est aussi intéressant de noter, c'est toute la partie investissement public de la Chine qui a tendance à accélérer, puisqu'on sait que ils ont relevé en hausse leur déficit l'année dernière avec une partie de ce surplus qui est dépensé début 2024, qui resteront très expansionnistes sur l'ensemble de 2024. Ça s'est traduit par donc, croissance des investissements publics, surtout dans les infrastructures, et aussi un soutien à la production industrielle. Donc ça reste, je dirais, la bonne surprise macro, et ça vient s'ajouter au niveau mondial avec la bonne résilience des États-Unis, un redémarrage probable de l'Europe au deuxième trimestre. On peut très clairement viser une croissance mondiale de 3% cette année, ce qui serait très légèrement inférieur aux 3,1 de l'année passée, mais on peut même imaginer que finalement la croissance mondiale en 2024 ne ralentisse pas et soit à peu près stable. Donc d'un point de vue vraiment macro et croissance, on reste dans la dynamique de début d'année et globalement de révision de prévision à la hausse, avec à mon goût un consensus qui est encore un petit peu pessimiste, puisque je crois qu'il est aux alentours des 2,8%.
Oui, c'est ça. L'OMC, c'est 2,6% pour 2024 et 2,7% pour 2025. Donc, Christophe, à vous entendre, donc on comprend que les États-Unis, eh bien, la croissance américaine est bien orientée, la croissance chinoise est bien orientée. On pourrait dire également que la croissance indienne est également bien orientée. Donc voilà, il y a beaucoup de bassins économiques, de zones économiques prépondérantes et majeures dans le monde qui sont bien orientées pour 2024 et 2025. Il y en a une, par contre, qui inquiète un peu, c'est l'Union européenne, c'est la zone euro. La zone euro qui fait face à des difficultés de croissance, notamment du fait que la traditionnelle locomotive allemande rencontre d'énormes difficultés. Les perspectives de croissance jusqu'à 2028 sont minimes, de l'ordre de 0,5% en moyenne, et sont des données communiquées par le ministère économique allemand. Du coup, par la force des choses, on va revenir à partir de ces données sur ce que pourrait faire sur les enjeux de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne. Est-ce que finalement, sur ce fond de ralentissement de la croissance européenne, est-ce que la BCE n'a d'autre choix que de réduire ses taux dès aujourd'hui quasiment ? Alors, on peut prendre en compte l'évolution de la dynamique économique. Maintenant, on sait bien que la BCE, son mandat est sur la partie inflation. Dans un contexte où on aura une croissance européenne qui cette année sera vraisemblablement autour des 0,5%, et donc très limitée, on s'attend aussi à ce que l'inflation continue sa décélération, qu'elle soit même probablement à un moment donné, que ce soit en septembre ou octobre selon les prévisions, elle pourrait repasser la headline sous le seuil des 2%. Et donc dans ce contexte-là, avec une croissance relativement molle, une inflation qui décélère, on peut s'attendre, première baisse de taux en juin, et je pense que l'enjeu cet après-midi, ce sera plus de savoir si on en a une en juin et une tout de suite après en juillet. Une en juillet, donc vous annoncez 2 baisses de taux. De quel ordre globalement? C'est 100 points de base qui pourraient être annoncés sur 2024. C'est à peu près la target que vous avez, vous, chez Market Securities, quant à la baisse des taux directeurs de la BCE. L'idée, c'est ça, ce serait d'en faire 2 baisses de taux avant d'avoir potentiellement l'inflation qui baisse sous le seuil des 2% en rythme annuel. Et éventuellement, si on en vise 2 autres, ce serait une au mois de septembre et une au mois de décembre, qui correspond au moment où la BCE va mettre à jour son scénario, donc ses prévisions de croissance et d'inflation. L'idée, c'est que aujourd'hui, la BCE est dans une situation complètement différente de celle de la Fed, puisque les prix immobiliers sont globalement en baisse en Europe, que la politique fiscale est plutôt vouée à être moins favorable, puisqu'il y a un certain nombre de pays qui restent avec des déficits élevés, et on sait que la Commission européenne sera là pour le rappeler. Donc situation différente sur un plan fiscal, croissance beaucoup plus molle qu'aux États-Unis, prix immobiliers qui baissent, alors qu'aux États-Unis on est sur une phase d'accélération des prix. Donc globalement, ils ont quand même un certain nombre de facteurs macroéconomiques qui légitiment le fait d'avoir une politique de taux plus faible. Et en parallèle, si on regarde le bilan, la trajectoire du bilan, la BCE, par rapport à ses annonces, devrait réduire son bilan sur la partie obligataire, sur la deuxième partie donc de l'année 2024. Donc, les taux d'intérêt pourraient être là pour contrebalancer un petit peu. Christophe, si la Fed ne baisse pas ses taux en juin et que la BCE le fait, quel impact ça pourrait avoir sur notamment la paire euro-dollar, sur le marché obligataire? Est-ce que globalement, si l'écart de taux d'intérêt directeur entre la Fed et la BCE se normalise, quel impact ça peut avoir concrètement? Alors, si on reste uniquement sur le volet donc taux d'intérêt, différentiel de taux, c'est très clair qu'il y aura des pressions à la baisse sur l'euro-dollar. Et on le voit aujourd'hui, il y a de plus en plus d'options qui sont traitées sur des strikes plus faibles, donc les 1,05 et même le 1, donc la parité. Donc si on est dans une situation où même, ne serait-ce que la BCE fait ses 4 baisses de taux et la Fed n'en fait qu'une, on aura ce différentiel qui va se creuser, on aura des pressions sur le flux, surtout euro-dollar. On aura vraisemblablement un décalage du spread sur les obligations qu'on commence déjà à voir entre le 10 ans allemand et le 10 ans US qui pourrait se poursuivre. Maintenant, il y a d'autres paramètres pour le change qui est quand même, on va dire, une des variables les plus difficiles, voire impossibles à anticiper, comme les tensions géopolitiques. On a
a vu que voilà, il y a eu un certain nombre d'annonces cette nuit, potentiellement donc sur le Moyen-Orient. Il peut y avoir beaucoup de choses qui jouent, le prix du gaz, les différentiels de prix, etc. Donc voilà, c'est une variable parmi d'autres. Et en tout cas, on sent bien que le risque aujourd'hui, c'est que ce différentiel de taux anticipé pour 2024 et probablement aussi pour 2025 continue de s'écarter et fasse pression sur la devise. Donc on comprend bien, Christophe, que le sujet concernant en tout cas les politiques monétaires, c'est très clairement 2025, que les enjeux, et notamment du côté de la Réserve fédérale américaine, en fait c'est 2025, c'est en 2025 qu'il faut désormais se tourner et réfléchir, du coup, par la force des choses. Merci beaucoup, Christophe Barraud, d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes directeur général chez Market Securities Monaco, vous trustez régulièrement les premières places concernant les prévisions économiques mondiale, et ce, quelles que soient les zones, la zone Europe, la zone américaine et la zone chinoise notamment, et je vous en félicite franchement et du fond du cœur. Merci beaucoup, Christophe. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Nous, de notre côté, on marque une dernière courte page de publicité et on se retrouve pour la suite et la fin de cette édition du 11 avril. À tout de suite sur Téléfinance.